Dans cette deuxième vidéo, je vais vous parler du contexte sociopolitique du réalisme. Comme j'ai déjà dit dans la première vidéo, on va donc parler du monde en France au plan social et politique. Comment est-ce que les gens vivaient donc en France pendant la courant du réalisme? Avant de pouvoir commencer, il faut d'abord avoir quelques repères. Des repères, ce sont des dates. Entre quelles dates est-ce que nous pouvons situer le réalisme? Alors, le réalisme commence en 1850. Nous connaissions déjà ces dates puisque c'est la fin du romantisme, bien sûr, et donc en même temps le début du réalisme. Le réalisme se termine à peu près en 1870 ou 70, donc à peu près 20 ans. Donc, ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est essayer de comprendre comment était la situation sociale et politique pendant cette période de 20 ans à peu près. Commençons au plan politique. Au plan politique, vous devez savoir que la France se trouve dans la période du Second Empire. Nous connaissons déjà la période du Premier Empire, l'empire de Napoléon Ier, de Napoléon Bonaparte, le grand Napoléon, qui est arrivé au pouvoir à la fin du XVIIIe siècle, 1899. Mais dans ce Second Empire, c'est Napoléon III qui est au pouvoir. Napoléon III, qui est un empereur qui est beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus strict que Napoléon Ier. Certainement, au début du règne de Napoléon Ier, il était beaucoup plus libre, il était beaucoup plus libéral en quelque sorte. Napoléon III, il est très autoritaire. C'est-à-dire, lui, il ne donnait pas beaucoup de liberté au peuple. Donc ça, c'est quelque chose de très important à savoir. Nous sommes donc dans une période politique qui est très stricte, avec très peu de liberté, et une période non démocratique, puisque c'est un empire, Napoléon III, il a tout le pouvoir, donc pas de démocratie en France. Le voyons ici, Napoléon III, tout comme son prédécesseur Napoléon Ier, très autoritaire, très voilà, chic, avec son costume d'empereur. Au plan social, il faut savoir que, comme je viens de dire, la population avait très peu de droits. Il y avait donc très peu de liberté pour les gens, pas seulement pour les hommes pauvres, mais aussi pour les riches et pour les journalistes, pour la presse, etc. Il y avait beaucoup de censure, ce qui veut dire que la liberté de presse n'existait pas. Les journalistes, les gens, tout le monde, la population ne pouvait pas tout dire et certainement pas critiquer le règne de Napoléon III. Tout le monde qui était contre Napoléon III était aussi enfermé, poursuivi, etc. Quand même, c'était une très bonne période, sans trop de révoltes, sans trop de problèmes sociaux, puisque, et nous allons le voir dans la partie suivante aussi, puisque la période était une période économique très prospère. C'est-à-dire, l'économie marchait très bien, il y avait beaucoup d'industries, il y avait beaucoup d'argent qui entrait dans l'économie. Les gens pouvaient donc gagner assez bien leur pain, pouvaient gagner pas mal d'argent. Ils n'avaient pas faim, ils étaient pas très riches, mais ils n'avaient pas de problème pour survivre. Donc, les gens n'allaient pas réagir contre le régime. Nous pouvons bien le comparer
à la situation pendant le romantisme, là vous savez que les gens étaient aussi très limités dans leur liberté. Il y avait aussi beaucoup de censure pendant l'Ancien Régime. Mais là, hein, l'économie était beaucoup moins bonne. Il y avait beaucoup de pauvres, il y avait beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas survivre, qui avaient faim. Et ça, c'était bien sûr aussi la raison pour, par exemple, la Révolution française. Hein, donc, il y a une grande différence entre la situation pendant le réalisme, où il y avait très peu de liberté, mais une bonne économie, et la situation pendant le romantisme, où il y avait très peu de liberté, mais aussi une mauvaise économie, où il y avait seulement quelques personnes qui étaient très riches euh, et beaucoup de personnes qui étaient pauvres. Nous savons déjà du semestre dernier que Victor Hugo, un des romantiques, euh, qui vivait aussi encore sous le règne de Napoléon III, était contre Napoléon III. Hein, Victor Hugo, il était pour Napoléon Ier, hein, puisqu'il était un bourgeois qui, on espérait, voulait aider les bourgeois à avoir plus de liberté, etc., et qu'il a aussi fait pour une certaine partie, mais il était beaucoup plus contre Napoléon III à cause de la censure, à cause de la limite de la liberté de presse. Il appelle aussi Napoléon le Petit de Klein. Il était pas vraiment petit de taille, mais petit dans le sens de pas important. Il trouvait que Napoléon III était beaucoup moins important que Napoléon Ier, qui était beaucoup plus grand dans la signification de être important. Vers la fin du réalisme, nous allons voir qu'il y a beaucoup plus de liberté dans le règne de Napoléon III, hein, le Second Empire. Et là, les gens vont commencer à avoir beaucoup plus de liberté de presse et liberté en général. Hein. Donc là, Napoléon III va changer quand même d'attitude politique. Pour ce qui est l'économie, j'ai déjà dit que l'économie marchait très bien. L'économie était très bonne. Alors pourquoi? C'est parce que l'économie va changer beaucoup, énormément, à cause de certaines inventions, à cause de certaines nouveautés. Hein. Quelles sont les nouveautés, Nieuwigheden, hein, quelles sont les nouveautés pendant cette période? C'est d'abord qu'il y a une grande évolution dans les sciences. Hein. Les sciences, ça veut dire la médecine, par exemple. Hein. Ils vont y avoir beaucoup plus de bonne évolution scientifique dans la science. Aussi en général, géographie, physique, chimique, etc. Et aussi la technologie va connaître une grande évolution pendant cette période. Dans cette période, on a inventé la machine à vapeur. En néerlandais, on dit de stoommachine. Pourquoi est-ce que cette machine à vapeur, cette invention, était très importante pour l'économie? C'est parce que avec la machine à vapeur, on a pu automatiser beaucoup de processus industriels. C'était donc ce que nous connaissons comme la première industrialisation de l'économie. Alors, c'est quoi une machine à vapeur? Ici, vous voyez un dessin, vous voyez un schéma d'une machine à vapeur. Vous voyez donc qu'on va créer de la vapeur, stoom, hein, bien sûr en réchauffant de l'eau avec du charbon, steenkool. Hein. On utilisait du charbon pour réchauffer
l'eau, hein, comme ça l'eau va évaporer, hein, va devenir de la vapeur, et comme ça, avec la vapeur, on va être capable de mettre en marche une machine, hein, la machine à vapeur, et comme ça, on peut mettre en route d'une façon automatique, hein, machinaliser une machine. Avant, c'était manuel. Hein, donc avant, c'était les gens qui devaient opérer une machine comme ça. Hein. Il fallait utiliser la main, fandage manuel, hein, la main des gens pour mettre en marche une machine. Alors maintenant, c'est la machine elle-même qui peut tourner à cause de cette eau et ce charbon. On a seulement besoin d'une personne qui ajoute de temps en temps du charbon, hein, pour que la machine puisse continuer à marcher. Qu'est-ce que cela veut dire? On peut travailler beaucoup plus vite et on a besoin de moins de personnes pour produire plus de produits, plus de choses. C'est pour cela que la machine à vapeur était une technologie très importante. Donc la conséquence de tout cela, comme j'ai déjà dit, était donc une industrialisation et aussi une automatisation. Hein. Comme cela, l'économie peut produire beaucoup plus et bien sûr, quand on peut produire beaucoup plus, on peut gagner bien sûr beaucoup plus d'argent en moins de temps. Pourquoi est-ce que cela est important? Parce que dans cette période, nous allons voir qu'il y a beaucoup plus d'espoir. Hope. Hein? Les gens vont avoir de l'espoir. Ils vont avoir de l'espoir et de l'optimisme. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner beaucoup plus d'argent. Ils avaient donc l'espoir que dans le futur, hein, au présent aussi et dans le futur, ils allaient gagner beaucoup plus d'argent, que leur situation deviendra beaucoup plus positive, hein, qu'ils vont donc être capables d'améliorer, verbeteren, améliorer leur situation. Donc, le réalisme est donc une période où tout le monde était positif. On avait de l'optimisme, on était optimiste. Donc, le Iketnung va être important. Les gens veulent rester dans le présent. Ils ne veulent plus aller au passé, ils ne veulent plus aller au futur, non, ils veulent rester dans le présent parce qu'ils ont de l'espoir. Ils n'ont peut-être pas encore beaucoup d'argent, mais ils pensent que la technologie, hein, la machine à vapeur et aussi les sciences qui vont évoluer, que cela va améliorer leur situation. D'ailleurs, pourquoi les sciences sont importantes? Les gens vivent de plus en plus longtemps. Hein. À cause de la médecine, les gens sont beaucoup plus sains, gesund, hein. Il y a beaucoup plus de médicaments, hein. L'évolution dans tout cela est quelque chose qui fait en sorte que les gens vivent beaucoup plus longtemps. Donc là aussi, il y a de l'optimisme, il y a des trucs positifs. Dans la dernière vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les caractéristiques du réalisme et pourquoi, hein, cela est lié bien sûr aussi au monde, hein, au contexte sociopolitique. Hein, donc ça c'est très important aussi.